Je regrette, mon capitaine, répond Barazini, qui a décidé de m'appuyer au-delà de sa compétence. Ce prisonnier est le frère d'un de mes gars. Je suis tenu de respecter les membres de sa famille. Et chez les tirailleurs, la famille est sacrée. Vous perdez la tête, caporal, dit le capitaine en désignant d'un va-et-vient de la tête Helmut et moi. Vous n'allez pas me faire croire que ce Boche est parfaitement, mon capitaine, ce Boche, comme vous dites, est cet arabe son frère. Je vous rappelle, mon capitaine, que je suis fier d'être un tirailleur algérien, tout comme je suis fier de commander le soldat de première classe Youssef. La nature a fait de cet homme mon compatriote. L'armée en a fait un soldat. Et moi, j'en ai fait mon frère. Mon capitaine, je suis donc un arabe. Le capitaine manque s'étrangler en entendant cela. Pourtant, devant l'attroupement de soldats qui viennent de prendre fait et cause pour nous, il s'incline. Avant de partir, il dit simplement « Caporal Bérésina, je n'oublierai pas votre conduite. » Moi non plus, mon capitaine. Sauf le respect que je vous dois, mon capitaine. Mon nom est Barazini. Caporal-chef Barazini. C'est la première fois que je vois un capitaine se faire huer par les hommes de la troupe. Contenant sa rancune, il baisse la tête en nous quittant. Je remercie mes camarades de leur soutien inattendu et j'adresse une mention particulière à Barazini, dont le témoignage d'amitié me rappelle à de meilleurs sentiments à l'égard de l'humanité. Suivi par Barazini et Gilali, notre groupe entre dans le bar. Helmut fait peine à voir. Il est abattu et son visage est marqué par la souffrance. Je n'ai aucune difficulté à le comprendre. Cet homme paisible aime trop la vie et a trop de respect pour ses semblables pour être un soldat. La race supérieure et l'idéologie nazie ne sont pas pour lui. Par bien des aspects, Helmut me fait penser à Joseph. Tous deux ont manifesté un anticonformisme original. Ils sont issus de familles aisées et ont été de brillants sujets scolaires. Enfin, ce sont des gens qui nous ont donné une image fraternelle de l'Européen traditionnellement dominateur et méprisant. J'explique à mes compagnons les circonstances de ma rencontre avec Helmut, ce qui les amuse beaucoup. Puis je demande à Helmut comment il a atterri ici. En quelques mots, Helmut, car un Alsacien du groupe me dit qu'il y a un H à Helmut, me raconte son histoire depuis notre séparation à Alger. À son retour en Allemagne, tous les étudiants de son université furent mobilisés dans le courant de l'année. Grâce aux démarches de sa famille, il parvint à être affecté dans un premier temps dans les services administratifs. Mais avec l'extension du conflit et les pertes croissantes, il fut envoyé dans une unité combattante. C'est ainsi qu'il se retrouva dans ce village. Quand il en vient à parler de son père, il a les larmes aux yeux. Le navire de son père fut coulé par des avions alliés et il n'y a eu aucun survivant. Un sergent entre dans le bar et abrège nos retrouvailles. Nous recevons l'ordre de partir immédiatement. Helmut me donne l'adresse de sa famille en Allemagne et me prie à l'occasion de leur rendre visite. Il pense que je la verrai avant lui. L'empressement du sergent à nous voir nous éloigner au plus tôt agace notre caporal-chef. Cette hâte le gêne. Il est vrai que le sergent ne semble pas naturel. « Il y a une contre-attaque allemande ?» demande-t-il au sergent.
Peut-être, répond évasivement celui-ci. Helmut rejoint le groupe des quelques 70 prisonniers. Ils sont dirigés vers un hangar. Les soldats allemands seront emprisonnés provisoirement là avant d'être conduits dans un centre prévu à cet effet. Quant à nous, nous quittons le village. C'est curieux qu'on nous fasse partir comme des voleurs, dit Gileli. Tout à fait vrai, ajoute Barazini. Et vous avez remarqué le sergent? Il n'avait pas l'air dans son assiette. Il était faux comme un serpent du désert. J'aimerais bien savoir ce qu'il voulait nous cacher. Pourtant, ce qui m'étonne le plus, c'est que le capitaine soit resté au village. Je n'ai aucune confiance en cet homme. Après avoir parcouru 2 kilomètres sur la route agréable traversant la forêt, Joachim, d'accord avec Barazini, mobilise notre groupe et nous ordonne de faire demi-tour. Depuis que nous avons quitté le village, notre caporal-chef n'a pas dit un mot. Il n'a pas cessé de penser aux conditions de notre départ. Il est préoccupé par l'attitude du sergent. Et voulant en avoir le cœur net, a insisté auprès de Joachim pour nous faire repousser le chemin. Et c'est au pas de charge qu'on regagne le village. Nous atteignons la place du village. Une trentaine d'hommes de la compagnie s'apprêtent à quitter les lieux. Quant au capitaine, il discute avec des habitants. Le hangar, s'écrie Barazini. Vite, tous au hangar. Dans le hangar, un spectacle effroyable nous attend. Nous avions laissé derrière nous des prisonniers. Nous trouvons des cadavres criblés de balles. Sur le visage de certains soldats allemands, on lit encore l'expression de l'horrible surprise qui les a attendus. Ils n'ont pas dû comprendre ce qui leur arrivait. Mon premier réflexe est de me précipiter à la recherche d'Helmut. Je pousse et retourne les corps afin d'identifier mon ami parmi tous ces cadavres encore chauds. Finalement, je découvre son corps, camouflé par 2 autres prisonniers. Il a dû être assassiné parmi les premiers. Les mains tremblantes, je le dégage et je l'allonge soigneusement par terre. En voyant qu'il porte le bracelet que nous lui avons offert à la Casbah, je fonds en larmes. Tel un démon, je saisis mon FM et sors sur la place. Le capitaine prenait place dans sa jeep. Fils de chien, lui dis-je en arabe, mon FM veut te parler. Et je dirige le canon de mon arme sur cet infâme criminel. La rafale pulvérise le pare-brise, mais je n'ai pas le temps d'ajuster le tir sur le capitaine qui s'est jeté à terre. Je viens d'être plaqué violemment sur le sol par mes camarades. J'essaie de me dégager de toutes mes forces en criant « Lâchez-moi! Lâchez-moi, je dois tuer cet enfant du démon !» Mais je ne peux rien faire contre les bras qui m'en serrent. La prise est trop forte. Calme-toi, bon Dieu, calme-toi, hurle Barazini qui m'enlève mon arme. Tandis que je me lève solidement coincé par mes camarades, il va devant le capitaine et lui dit « Vous venez de faire assassiner 70 prisonniers en uniforme qui étaient couverts par la Convention de Genève et par l'honneur de l'armée française. C'est un crime de lâche. Je vous ferai comparaître devant la cour martiale et vous serez fusillés. J'en fais le serment devant Dieu. » S'interposant entre les 2 hommes, Joachim, la voix tremblante, s'écrie « Un monstre n'aurait pas fait pire. Vous ne méritez pas d'appartenir à la race humaine. Vous ne méritez plus de vivre. » Le capitaine, blême comme les murs du village, ne lui répond pas. Il grimpe dans son véhicule et ordonne à son chauffeur de démarrer.
Enfant de chacal, je te tuerai, même si tu vas en enfer, criai-je, et la jeep disparaît du village. S'adressant aux habitants présents sur la place, Barazini leur demande fou de colère: Pourquoi avez-vous laissé commettre ces meurtres? Monsieur, répond un homme âgé, cela nous a coûté très cher dans un passé récent de nous opposer aux militaires. Nous laissons derrière nous les villageois se charger d'enterrer les prisonniers allemands. Je maudis ce jour qui m'a pris mes 2 amis. Je maudis ma main qui a tremblé. Mon âme crie vengeance. Je ne lâcherai plus des yeux ce maudit capitaine. Aussi vrai que je m'appelle Youssef, ce fils de Satan ne terminera pas la guerre vivant. Ses jours sont comptés. Le diable en personne ne pourra se mettre sur le chemin de ma vengeance. Je tuerai le capitaine. Pendant des jours et des jours de campagne dans les Vosges, je n'ai aucune occasion de l'approcher. Les positions allemandes sont trop faiblement défendues pour que notre compagnie soit engagée au complet. De ce fait, le capitaine s'est volatilisé. L'état-major étudie le rapport du caporal-chef Barazini et de Joachim, contresigné par tous les soldats de notre groupe. Un officier supérieur a demandé un complément d'enquête, en laissant entendre que cette affaire ne sera pas dans les priorités de l'état-major. Pourtant, je ne perds pas espoir de régler ma dette. Après avoir occupé successivement Ornans, Gorgon, Avoudray et Maïch, je sens que la chance penche de mon côté. À partir de Saint-Hippolyte, la furie allemande se déchaîne contre nous. Nous sommes à proximité de la trouée de Belfort, à quelques kilomètres seulement de Montbéliard, une zone que l'ennemi a décidé de rendre infranchissable. Je sais que là où nous trouverons une armée allemande engagée, la chance me sourira. Partant du village de Villars-les-Blamont, nous prenons successivement Pierrefontaine, Blamont, Glé et Denmarie en une seule journée. Un exploit. Mais c'est trop beau pour que ça dure. Dans la nuit, les Allemands déclenchent depuis Mélières, le village qui se trouve juste devant nous, une contre-attaque d'une violence inouïe. Cette réaction adverse provoque une confusion invraisemblable dans nos rangs. Chaque groupe se replie dans un désordre total. Objectif, le bois sur le côté et au trot, décide Barazini. L'ordre me prend au dépourvu. Je ne tiens pas debout. Je sens confusément que quelque chose m'échappe. J'ai la sensation obscure, à ce moment-là, que je suis exclu du groupe. Je ne tarde pas à en avoir confirmation. Mes camarades savent pourquoi nous allons dans ce bois. Ils sont partis trop vite pour que cela ne dénote pas une certaine connivence. Ils doivent être assurément dans la confidence de la mission qui nous attend. D'ailleurs, comment expliquer que notre caporal-chef n'ait pas pris la peine de nous exposer l'objectif de notre mission? Ce n'est pas son habitude, surtout dans un moment pareil. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.